Bonjour. Depuis des années, je m'efforce de combattre une idée reçue consistant à présenter le Moyen Âge occidental comme un âge obscur, dominé par la religion. Même si cela est en partie vrai, en ce qui concerne l'emprise de la religion, il n'en reste pas moins que cette vision ne représente qu'un infime aspect de la complexité de l'époque médiévale qui s'étend sur près de 10 siècles, du 5e au 15e siècle. Les gens au Moyen Âge savouraient la vie d'autant plus qu'elle n'était pas très facile pour le plus grand nombre. Ils se déplaçaient beaucoup, sur terre comme sur mer. Ils appréciaient les spectacles itinérants qui se produisaient de foire en foire et jusque sur les plus modestes marchés régionaux. Saltimbanques, funambules, lanceurs de couteaux, ventriloques, bouffons passaient de châteaux en places publiques. Les fêtes étaient nombreuses, religieuses certes en majorité, mais aussi païennes et souvent érotiques. Ce qui n'était pas certes du goût de l'Église qui condamnait la sexualité, perçue par elle comme luxure, concupiscence, fornication. Pour moi, et pour la plupart des médiévistes d'ailleurs, le Moyen Âge fut en fait le creuset de notre société moderne et non une période noire et triste. L'amour courtois, que l'on peut résumer dans l'image du gentil troubadour courbé devant sa jante d'âme, qu'il idéalise mais ne touche pas, me semble être essentiellement littéraire. Ce que nous savons des mœurs de cette époque-là ne va guère dans le sens d'une pratique courtoise entre hommes et femmes. Les mœurs étaient très libres, en particulier parmi le peuple, dans les villes, mais aussi dans nos campagnes. Dans le domaine de l'éducation que je vous propose d'aborder aujourd'hui, il faut savoir tout d'abord qu'un système éducatif solide vit le jour en France dès l'année 530. À l'issue du concile de 529, qui se tint à Vaison, en Provence, présidé par Césaire, qui était alors archevêque d'Arles, après avoir été moine à Lérins, il fut décidé que chaque prêtre aurait l'obligation d'apprendre gratuitement à un ou plusieurs garçons le latin afin de pouvoir lire la Bible. Ainsi fut édifié un premier socle d'éducation, même s'il restait minoritaire, l'idée première étant en fait de former les futurs clercs. Il fallut attendre le 8e siècle, en l'an 789 précisément, pour que l'éducation des enfants devienne une obligation et un droit universel, bien que dans la pratique, seuls 2 ou 3 enfants par village étaient réellement impactés par cette décision, émanant d'un certain Charlemagne, sachant toutefois que l'instruction des enfants avait d'abord pour but de mieux diffuser la foi dans le pays. Le système se développa assez rapidement, et aller à l'école devint un moyen de progression sociale jusqu'au XIe siècle. On assista alors à une démocratisation de l'éducation, sommaire certes, mais réelle, dans les écoles monastiques, mais aussi dans des écoles tenues par des laïcs, celles-ci se développant considérablement au XVe siècle. Ce système éducatif médiéval était basé sur de nombreuses disparités. Géographiques d'abord. Si on habitait dans les villes, on pouvait apprendre beaucoup plus facilement à lire et à écrire, alors qu'en zone rurale, le taux d'alphabétisation était très faible. Une autre grande disparité était héritée du monde antique. On ne faisait pas grand cas des filles, et seules celles destinées à devenir nonnes devaient apprendre à lire.
comme l'écrivait Philippe de Novare, historien et juriste du XIIIe siècle. On ne doit pas apprendre aux jeunes filles à lire et à écrire, à moins que ce soit pour devenir nonnes. Enfin, la dernière grande disparité était liée au statut social de l'enfant. L'enfant de haute classe, le noble, n'allait pas à l'école, car il aurait alors côtoyé des enfants de classe inférieure, ce qui ne semblait pas envisageable a priori, mais il recevait l'enseignement d'un précepteur. Cela ne signifiait pas qu'il n'y avait pas souvent des brassages entre les enfants des différentes classes sociales, dont les résultats furent d'ailleurs bénéfiques. Au début du XIIIe siècle, les grandes écoles se transformèrent en universités qui bénéficièrent d'une grande autonomie, comme la Sorbonne, fondée en 1253 par Robert de Sorbon, un fils de paysan devenu confesseur du roi Saint-Louis. Ces universités n'accueillaient pas seulement les jeunes issus de la noblesse, on y trouvait également des classes moyennes, la bourgeoisie, mais aussi de nombreux jeunes venus de familles paysannes. Pendant très longtemps, à la suite des travaux du journaliste et médiéviste Philippe Ariès, dans les années 60, on a considéré que l'éducation et la pédagogie de leurs enfants étaient le moindre souci des parents de cette époque. Depuis, de nombreux travaux ont démontré, au contraire, le grand intérêt que les hommes et les femmes du Moyen-Âge portaient aux enfants, les entourant d'une profonde affection et cherchant à les éduquer avec le plus grand sérieux. En ancien français prend moins de 50 termes, désigne le fait d'éduquer les enfants ou d'enseigner. Alever, amender, saumondre, amonester, doctriner, reprendre, chastier, discipliner, monstrer, enseigner, endoctriner, conduire, gouverner. Mais les mots les plus souvent employés, en ancien français et en latin, sont éruditio, faire sortir l'homme de sa ruditas naturelle, régiment, notion qui comporte l'idée d'autorité, de gouvernement dans l'action pédagogique, employée surtout pour les princes et les jeunes nobles, sans oublier doctrine, terme qui se rapporte plus particulièrement à une instruction religieuse, un catéchisme. En 1260, Philippe de Novare écrira un ouvrage, Les 4 âges de l'homme, dont l'essentiel portera sur l'éducation des enfants et de la jeunesse. Quant au théologien et philosophe romain Gilles de Rome, il rédigera, vers 1280, un traité, le livre du gouvernement des princes, remarqué par le roi Philippe III, qu'il appellera pour diriger l'éducation de son fils, le futur roi Philippe le Bel. 150 ans plus tôt, comme tous les jeunes princes capétiens, le prince Philippe, fils du roi Louis VI le Gros, dont j'ai évoqué dans un récit précédent la mort accidentelle, tragique, à cause d'un cochon surgi malencontreusement entre les jambes de son cheval, et qui aurait dû monter sur le trône à la mort de son père, reçut une éducation soignée, sous la férule de l'abbé Sugère, une éducation soignée et ouverte sur le monde qui l'entourait. Il avait été doté, depuis sa naissance, d'une titulaire et soumis à une stratégie de différenciation qui l'intégrait dans un ordre familial, social et politique, puisqu'il devait assurer la continuité de l'État royal.
Au palais, il vivait dans un espace réservé, séparé de la cour du roi, dénommé sous les Capétiens Curia Regis. La cour, qui était déjà assez conséquente, le roi s'entourant de commensaux lors de ses repas, mais elle n'atteindra son apogée dans le domaine du cérémonial et des règlements établis que sous la Renaissance et le règne des Valois. Dans cet espace réservé où il évoluait, il était entouré d'adultes, dans un premier temps, par des femmes, gouvernantes et nourrices, puis, après l'âge de 7 ans, par des hommes, gouverneurs, précepteurs, hommes d'église. Officiellement, il ne voyait ses parents que dans des temps et des espaces limités, souvent en public. En fait, dans la pratique, son père venait le voir tous les jours, jouait même avec lui, car c'était un père affectueux et attentionné. Il savait en fait qu'une charge énorme pèserait sur ses épaules, car son fils était né pour être roi, et sa vie devait être exemplaire. Les attitudes de respect, même avec les plus humbles, qu'il lui inculquait, orientèrent les sentiments de l'enfant. Il lui parlait de tous les sujets et lui enseignait la charité et l'indulgence, tout en insistant sur la fermeté nécessaire pour exercer l'autorité sans laquelle un roi n'est qu'un pantin, manipulé par tous les ambitieux et les cupides. C'est avec son père et l'abbé Sugère que Philippe donna carrière à ses nobles instincts de bonté, de franchise, de générosité, de grandeur d'âme. Ainsi allait-il acquérir ces grandes qualités qui firent le fond de son caractère, le courage et la résignation, le dédain du danger et l'amour du travail. Car, tout prince qu'il était, jusqu'à l'âge de 12 ans, il était vêtu de bure, comme les vachers et les chevriers, qui deviendront alors ses compagnons de jeu et de promenade. Je vous parlais précédemment du brassage chez les enfants au Moyen Âge. Il était fréquent, même, comme on vient de le voir, au niveau des princes. Hélas, Philippe n'eut pas le temps de mettre en pratique ses qualités dans la direction et la gestion du pays. Le Moyen Âge, voyez-vous, j'en suis persuadé, fut une période déterminante dans le domaine de l'éducation, de la formation et de notre culture, n'en déplaise à certains. Et je pense même qu'elle fut l'une des plus importantes. Et je rejoindrai volontiers l'historien Jacques Duby qui considérait que le Moyen Âge était un monde merveilleux. Et il ajoutait « Ce fut notre western ». Et en cela, il répond à la demande croissante d'évasion et d'exotisme de nos contemporains. Je vous remercie.